quand on est tranquille, on est curieux, on est présent, ben la fonction visuelle fonctionne comme il faut. Donc avec le mouvement, la rapidité, la fluidité, et on est présent. Cependant, si il y a, pour nous, on a observé, et le Dr Bates a observé, s'il y a un stress qui reste, qui perdure dans le temps, on va dire, et ben ça va changer la manière dont on se sert de ses yeux, comme ça change des fonctionnements des viscères, des organes dans le corps. Donc, quand on est dans un état de stress, il y a des modifications physiologiques automatiques, involontaires. Ce qu'on ne pense pas, c'est que aussi ça impacte la fonction visuelle. Et ça aussi, c'est très facile à démontrer. Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant, surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Ok, très bien. Bonjour Nina. Bonjour. Bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir. Écoute, je suis très content de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui dans ton bureau autour de la méthode Bates, qui a priori est une méthode naturelle de rééducation visuelle qui viserait à potentiellement corriger les problèmes de vision. Écoute, je suis très intrigué, comme je te l'ai dit en off, par cette méthode qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler autour de soi. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans une époque où j'ai l'impression de plus en plus de personnes ont recours à des lunettes. Pour le contexte et pour t'expliquer comment j'en ai entendu parler, en fait, c'est lorsque j'étais en Asie il y a quelques années. J'ai rencontré une personne qui s'appelle Dror. On discutait autour d'un café. Tu connais ? Dror Schneider ? Alors, je ne sais plus c'est quoi son nom de famille. Américaine ? Je sais plus, c'était une personne que j'ai rencontrée, mais peut-être que... Alors, on verra. En tout cas, on discutait autour d'un café et au cours d'une discussion, il me disait qu'avant, il avait une vision de -8. Et je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros, ce qu'il me disait, c'est qu'il était incapable de reconnaître une personne face à lui sans ses lunettes. Et qu'au bout de 4 mois de pratique, il arrivait à reconnaître une personne à plus de 20 mètres devant lui. Et que petit à petit, sa vue s'est améliorée, qu'il était tombé au moment de la discussion à -4. Et lui était convaincu qu'au bout de quelques mois supplémentaires, il arriverait à 0. Et moi, je trouvais ça assez surprenant et intriguant. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'il a fait exactement, il m'a dit que c'était grâce à la méthode Bates et à un livre qu'il m'a conseillé qui s'appelle, tu dois sûrement connaître, Soignez vos yeux naturellement de Meyer Schneider. Bref, ça s'est arrêté là et quelques années plus tard, me revoici justement animateur de cette émission et je me suis dit que dans ce cadre-là, ce serait vraiment génial d'en savoir plus sur cette méthode. En plus, on est côte à côte, là je te vois vraiment en personne, donc c'est super chouette. Et je me posais des questions comme qu'est-ce que c'est exactement, qui a créé cette méthode, est-ce qu'on peut tout corriger avec ça, quelles sont ses limites, comment la pratique-t-on au quotidien, pour qui, est-ce que les lunettes c'est le mal absolu, est-ce qu'on peut en faire abstraction, et de façon générale en fait comprendre les enjeux autour de la vision. Et je trouvais ça super intéressant parce que ça pourrait potentiellement donner des pistes à de nombreuses personnes. Voilà, c'est un beau programme en perspective et je suis vraiment, encore une fois, ravi à l'idée de discuter de tout ça avec toi. Qu'en penses-tu, Nina ?
Ben, il y a beaucoup à dire. Ouais. Peut-être la première chose, dans ton introduction, tu as parlé de rééducation. Il y a deux mots, si tu veux, que je rebondis dessus. La rééducation, je dirais que la méthode Bates, ce n'est pas une rééducation. D'accord. Ça, on dirait, c'est plus pour les orthoptistes et dans ce domaine-là. Nous, on est dans l'éducation visuelle. Et c'est pas la même chose. C'est-à-dire, on enseigne ce dont les yeux ont besoin pour bien voir. Le deuxième mot, c'était corriger. Donc, dans la méthode Bates, on ne corrige pas. Donc, on va pas corriger une myopie. Ça se fait par l'optique, les lunettes. Mais le fait de mieux se servir de ses yeux peut avoir un impact sur ces problèmes de réfraction, qui sont myopie, hypermétropie, astigmatisme. D'accord. Voilà. Qu'on expliquera par la suite. Exactement. Ok, donc tu as bien fait de poser, on va dire, les bases. Tu m'as corrigé déjà dès le début. Mais c'est bien, donc on ne parle pas de rééducation, mais on parle d'éducation. Ouais. Mais ça laisse sous-entendre que finalement, on a besoin d'être éduqué. C'est quelque chose qui... Parce que quand je parle de rééducation, c'est... en fait, c'est quelque chose qu'on savait faire, mais peut-être qu'on a perdu avec le temps, donc on se rééduque. Mais c'est pas de cette façon-là que ça se... Après, oui, enfin, les mots, généralement, on parle de la rééducation visuelle. D'accord. C'est dans le domaine les professionnels de la vue. Ouais. Cependant, c'est vrai que quand on comprend comment les yeux fonctionnent et les liens qu'on va développer dans cet entretien, les liens avec la posture, les liens avec des habitudes visuelles qu'on acquiert au fur et à mesure de la vie, le lien avec le stress, le lien avec les émotions. Donc, quand on comprend tout ça, c'est vraiment être éduqué sur ce que c'est la vision et le système visuel. Ok. Et corriger, parce que finalement, on parle pas de... C'est en s'éduquant que petit à petit, ça pourrait potentiellement s'améliorer. Mais ça n'a pas pour but de corriger explicitement ces différentes... Non, c'est comme les différentes techniques ou approches corporelles, comme le yoga, Feldenkrais, Tai Chi, Qigong, etc., qui nous apprennent en fait comment utiliser notre corps. Et donc, en connaissance de cause, du coup, on se sent mieux, on a moins de tension, la posture change. Et c'est à peu près la même chose avec la vision, l'éducation visuelle. C'est ça. Ok, super. C'est vrai, tu parles de méthode Feldenkrais, j'ai eu un épisode sur le sujet, c'était quelque chose de très intéressant. Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse quand même te présenter pour les auditeurs, auditrices qui ne te connaissent pas et qui seraient ravis d'entendre ce que tu fais. Alors, donc, je suis d'origine britannique, je vis en France depuis plus que 40 ans, donc c'est mon pays. Et j'ai fait des études de danse classique, donc j'étais dans le mouvement quand j'étais jeune. Et puis après, mon parcours a été un peu, a fait des méandres. Et j'ai entendu parler de la méthode Bates à un moment donné par une amie qui m'a donné des textes et des documents que j'ai regardés, je trouvais super intéressant, j'ai mis dans un tiroir, j'ai oublié, comme souvent le cas. Et puis, quelques années plus tard, je suis revenue dessus, j'ai dit « Ah ouais, c'est super intéressant » et j'ai remis dans le tiroir parce que j'avais mon fils, un bébé, et puis plus le temps. Et en fait, comme souvent, c'est au moment où j'ai commencé moi-même à avoir des problèmes de vision, dire « Oh là, c'est pas pareil qu'avant », que j'ai ressorti, enfin, j'ai vu un ophtalmologue qui m'a dit, oui, c'est normal, c'est la presbytie, etc., normal à votre âge. Et j'ai ressorti les documents du tiroir, je dis, tiens, on va jouer avec ça. Et ce que j'ai fait, et je trouvais super intéressant. Et je me suis dit,
je vais chercher quelqu'un dans la région avec qui je peux travailler, apprendre. Et j'ai trouvé effectivement un enseignant de la méthode Bates et la technique Alexander à 1 heure de chez moi. Et moi j'ai pris 2 ans parce que c'était pas tous les jours et pas tout le temps, mais le temps à peu près 18 mois de l'avoir, de pratiquer, d'expérimenter ma vision et d'autres manières de regarder et de voir. Et effectivement, après ce temps, mon problème était résolu. Et j'étais tellement ravie que j'ai décidé de faire la formation. À l'époque, c'était à Londres. Et l'organisation, le format de la formation était sur 2 ans. 1 année théorique et d'apprentissage et 1 année de pratique clinique. Enfin, on appelle ça clinique. Et voilà. Et donc, j'ai fait cette formation et depuis, je transmets ce que j'ai appris tout en apprenant constamment. C'est-à-dire, je continue à faire des formations pour moi-même et j'apprends de chaque élève, parce que nous, on parle des élèves, et chaque élève, avec son problème visuel, est un apprentissage pour moi. Donc, c'est super riche. Ensuite, dans cette exploration visuelle, je me suis rendu compte par mes élèves qu'il y avait un lien souvent émotionnel. Et je me retrouvais dans des situations où je me sentais pas en mesure d'accompagner. Et donc j'ai fait une formation dans une approche psychocorporelle qui s'appelle Somatic Experiencing, qui est une manière de résolution du stress post-traumatique. Voilà, c'est ça. Et ça m'a changé ma manière de percevoir la vision, son application, son importance dans notre vie, en dehors de juste lire, regarder les lettres au loin. C'est fondamental pour l'orientation, enfin pour être visible, être regardé, regarder l'autre, enfin bon, dans le relationnel. Enfin donc c'est magnifique. Et ça m'a changé ma manière d'enseigner la méthode. Voilà, donc j'ai intégré cette autre approche. Je suis thérapeute en traumatique. Et en 3e casquette, on peut dire, je me suis rendu compte quand je recevais des enfants avec des problèmes visuels, que souvent leurs problèmes visuels étaient liés à la posture, à l'équilibre et la coordination corporelle. Et là, j'ai fait une formation en intégration des réflexes archaïques qui est super intéressant aussi par rapport à comment ça peut impacter le système visuel et la vision. Voilà, en gros, c'est ça. Ok, c'est super riche. Donc, je vais essayer juste de récapituler pour être sûr d'avoir bien compris. Donc, c'est parti en fait d'un problème de vision que tu as eu. C'était quoi ce problème La presbytie, la difficulté de lire de près quand les bras sont trop courts, vers les 40 ans. Okay. Et quand on éloigne ce qu'on veut lire de plus en plus loin. D'accord, la presbytie. Et tu t'es dit... Non, je vais essayer d'explorer à ma façon, de voir si je peux faire des choses à ma manière. Tu as trouvé quelqu'un, ça s'est plutôt bien fait. Au bout de 2 ans, tu n'avais plus ce problème-là. Et tu t'es dit, waouh, c'est incroyable, il faut que je creuse ça et que je partage ça. Donc, tu es devenu enseignant suite à ça. Et puis, donc, on va dire c'est la méthode Bates. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, tu as rajouté des couches. Donc, une couche émotionnelle parce que tu as vu qu'il y avait des liens entre émotion et vision. Et la 3e couche qui est, on va dire, peut-être réflexe archaïque, je ne sais pas si c'est de cette façon-là, mais en tout cas où tu as vu qu'il y avait des liens entre la façon de se tenir, surtout au niveau des enfants, qui avait un impact sur leur vision. Et aujourd'hui, tu te sers de tout ça, comme on va dire une approche holistique pour justement, alors je ne vais pas dire corriger, mais pour aider les personnes à mieux éduquer leur vision et à améliorer leur vision
par la même occasion, du coup. C'est ça, améliorer leur fonction. Comment ils se servent de ces yeux. Et dans les réflexes archaïques, c'est tout un travail du développement. Donc c'est la partie plus tôt de la vie, c'est la naissance, la première année de vie. Et c'est là où les réflexes de survie se transforment en réflexes posturaux pour la vie. Ok, super intéressant. Ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui se passent, on va dire, proches de la naissance, en tout cas dès le plus jeune âge, qui peuvent influencer la vision. Bon, on pourra peut-être en parler tout à l'heure au cours de l'épisode. C'est super intéressant. Déjà, ça ouvre pas mal de perspectives et j'ai envie de te poser plein de questions. Mais on va commencer déjà par la base. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la méthode Bates qui l'a créée et dans quel contexte ça s'est fait Alors, c'est un ophtalmologue américain à la fin du 19e, début du 20e, qui était chirurgien, ophtalmologue à New York, qui avait cette particularité d'être très à l'écoute de ses patients, à vraiment écouter ce qu'ils disaient par rapport à leur vision, et parfois, selon ce qu'il rapportait, disait, tiens, ça colle pas avec la théorie, c'est intéressant. En tout cas, c'était un monsieur visiblement très curieux et il a fait ses recherches, surtout dans la fonction visuelle par rapport à la fluctuation. Et enfin, je vais pas aller dans toutes ces recherches, mais il a observé que la vision était fluctuante selon nos états. Et il avait la capacité de regarder les yeux de ses patients, parce qu'il était ophtalmologue, donc ses patients, avec à l'époque on l'appelait ça rétinoscope, ophtalmoscope, et il avait une capacité assez extraordinaire de vérifier les erreurs de réfraction chez ses patients selon les activités qu'ils faisaient. Donc c'était pas juste statique comme on fait aujourd'hui dans un cabinet, mais aussi quand ils pensaient à des choses, ou ils faisaient quelque chose qu'ils aimaient, ou les choses qu'ils aimaient pas faire. Et il a remarqué que l'erreur de réfraction fluctue tout le long de la journée. Même quelqu'un avec une bonne vision va avoir des fluctuations, mais comme ça revient normal, c'est pas un problème. Cependant, il a aussi remarqué que, il dit dans ses écrits, que beaucoup de problèmes visuels viennent d'une tension. Donc, il faut savoir que tout ça, il y a 100 ans. Donc, à l'époque, donc il faut toujours le mettre dans son contexte de son époque, là, début du 20e, ce qu'il a observé, c'est que la tension, il disait la tension visuelle ou oculaire vient de la tension mentale. Okay. Et il répète ça dans ses écrits, et aujourd'hui, on peut transposer ça en disant que le stress a un effet sur la fonction visuelle. Le mot n'existait pas à son époque. C'est venu plus tard, dans le XXe siècle. Donc, par contre, il a bien observé ce phénomène et il a, après, il a conçu des activités, si vous voulez, que je dirais pas qu'il a inventé, mais ce qu'il a dit, c'est que dans la fonction visuelle, qui sont tous, il faut souligner certains éléments. Et ces éléments font partie de l'anatomie de l'œil. Vraiment, comment l'œil fonctionne avec son anatomie, la rétine, la macula, fovea, la vision périphérique, le champ visuel, les microsaccades, enfin tout ça qui font partie de la fonction visuelle. Donc, il a développé des activités qui vont favoriser
le bon fonctionnement. D'accord. Ok. Parce que déjà, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que une vision n'est pas statique, c'est que ça fluctue. Ça, je trouve, c'est super intéressant parce que moi, je pensais que voilà, c'était vraiment statique et que soit ça déclinait, soit ça allait dans. Généralement, ça décline. Et du coup, lui, au lieu de se focaliser sur une seule chose, il s'est focalisé vraiment sur l'œil dans son ensemble. Et il a fait plusieurs activités justement pour soutenir sa thèse. Qui était qu'en fait ça fonctionne dans son ensemble et voilà, et c'est comme ça que c'est né la méthode BATS. Mhm. C'est bien ça. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, sa méthode, si on veut, est basée sur 4 principes sur lesquels on tourne tout le temps. Le premier, c'est la distinction entre la vision centrale et la vision périphérique, c'est-à-dire ces 2 systèmes de la rétine qui nous donnent les détails mais qui donnent le contexte de ce qu'on regarde. Et quand on comprend cette distinction, ça nous amène dans le deuxième principe qui est le mouvement. C'est-à-dire que les yeux ne voient que par le mouvement. Ils sont constamment en mouvement. Ils ne se fixent jamais. Et quand on veut les fixer, c'est très néfaste pour leur fonction. Ah oui, d'accord. Donc, on apprend que le mouvement est essentiel pour un bon fonctionnement visuel. Mais dans le volet mouvement, dans le principe du mouvement, il y a 3 volets. Le premier, c'est évident que c'est l'orientation, je regarde à droite, à gauche, en haut, en bas, ça c'est musculaire, j'ai besoin de m'orienter. Et puis, il y a un autre volet qui implique des micro-mouvements que font les yeux pour s'ajuster sur des parties des détails. Donc, comme moi j'aime bien donner les images comme une sauterelle qui va d'un point de détail à un autre point de détail. Et donc ça, c'est un mouvement qu'on appelle le mouvement des saccades. Et puis, il y a un troisième volet qui est plus cérébral et de la perception, comment on perçoit notre environnement en mouvement. Et ça implique qu'on a notre champ visuel présent. Donc, ça, c'est les 3 principes. Et puis, on ajoute un 4e que lui trouvait très, très important. C'est l'importance de l'imagination et la mémoire dans l'acte de voir et de regarder. Donc, on dit 4. On dit 4 principes et on tourne tout le temps autour de ces 4 principes. Ok. C'est intéressant. Là, tu parlais du 4e principe, c'est l'imagination et la mémoire. Et la mémoire, est-ce que tu pourrais expliciter un peu chacun de ces principes ou donner peut-être des exemples, par exemple, en quoi l'imagination et la mémoire influencent Alors, quand dans les activités de la méthode, souvent on va utiliser une échelle des lettres. Ouais, classique, ouais. Voilà, classique. D'accord. Et on va pratiquer ce qu'on a appris par rapport à cette distinction entre centre et périphérie sur les lettres, et ce sont des lettres qu'il utilisait lui-même, qui ont une forme spécifique. Et souvent, ce qu'il disait lui, c'est que la mémoire visuelle est forcément dépendante de notre capacité de voir. Donc, quand on a une mauvaise mémoire, on voit moins bien, mais on peut dire si on voit moins bien, on a une mauvaise dans les deux sens, c'est évident. Oui. Mais que les deux sont liés. Donc, on va dans la pratique toujours aller vers la distance où on voit le mieux. Donc, selon le problème visuel, pour les myopes, ça sera le près. Peut-être selon certains hypermétropes, ça sera le mieux sera loin, et ainsi de suite. Il y a évidemment des personnes qui n'ont aucune distance où on voit bien, mais on va chercher l'endroit où on voit le mieux.
Et quand on pratique la vision centrale par rapport à la périphérie sur une lettre, par exemple, on peut ensuite utiliser la fermer, parce qu'on l'a vu le mieux possible, au soit parfaitement net, on utilise la mémoire, on se souvient de cette lettre parfaitement nette, avec les angles, les traits, les courbes, le blanc, le noir, et on peut ajouter de l'imagination. Se rappeler du noir, super noir, se rappeler du blanc, super blanc, tout ça les yeux fermés, et puis quand on ouvre, on peut avoir momentanément un flash d'amélioration. Ok. Alors, au début, on parle toujours des flashs, des moments, et souvent on dit « Ah ben c'était net et maintenant c'est flou ». Mais c'est ce moment de netteté qui est intéressant, ça peut être une fraction de seconde au début, et puis on va mémoriser ça encore, c'est-à-dire c'est comme imprimé dans le cerveau. Mais pour que le cerveau reçoive des informations plus nettes, il faut que les yeux sachent papillonner ou sautiller d'un point de détail à un autre. Et ça, on revient à l'anatomie de l'œil. Et ce point parfait qui nous permet de voir net au centre de la macula, qui s'appelle la fovea. Donc c'est tout à fait anatomique ce qu'on fait. Ok. Intéressant. Ouais, ok. Mais là, ce que tu dis, c'est qu'il y a un lien avec le cerveau, avec en fait, on s'arrête pas juste à l'œil, c'est-à-dire qu'on veut vraiment utiliser le cerveau. Et j'ai l'impression que c'est un élément central pour l'œil au final. C'est basique. Le système visuel, on parle des yeux, Ouais. mais les yeux sont dans un système. Ouais. Et ce système visuel comprend les yeux à l'avant de la tête, tout un trajet visuel jusqu'à l'arrière de la tête où se trouve le siège de la vision. Voilà, ça prend la tête, on peut dire. Ça prend la tête. C'est tout, voilà, Ouais. c'est de l'avant à l'arrière. Okay. Et c'est vrai que la vision, on dit, bon, c'est pas précis comme pourcentage, mais on dit que la vision est 80% cérébrale. Ah oui, autant. Et seulement 20% oculaire. Ok. Parce que, si on veut, pourquoi voit-on? Pourquoi regardons-nous? Pour voir ce qui se passe autour de soi. Ben oui, pour Oui. nous orienter d'abord, pour savoir si on est en sécurité ou en danger, pour éviter les dangers, pour se nourrir et pour se protéger et se défendre. Primitivement, c'est ça. Et c'est pareil pour tous les sens, l'auditif, olfactif. Oui. C'est le cerveau qui a besoin de récolter les informations. Donc, le besoin de regarder et voir, c'est un besoin du cerveau qui utilise les orifices, donc les yeux, comme des fenêtres, pour s'orienter. Okay. Donc, d'abord, c'est cérébral. Ensuite, dans nos perceptions, et les informations qu'on reçoit par les fenêtres qui sont les yeux, à travers la rétine, les nerfs optiques, etc. Après, c'est notre interprétation, c'est le cerveau qui analyse les informations et qui les interprète. Et ça, c'est subjectif. Oui, exact. Ok? Et on voit ça, bon, l'exemple classique, c'est les témoins d'un événement, on peut avoir des versions différentes du même, exactement le même événement. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et la même souvenir, pas forcément les mêmes souvenirs. Ok? Ouais. Donc, on va interpréter selon nos intérêts personnels, nos stimulations. Donc, c'est très subjectif. Ouais. Donc, la vision, comme l'auditif, il y a une partie très, très majeure qui est cérébrale. Okay. Donc, forcément, on peut extrapoler que si mon cerveau est occupé par
des inquiétudes ou des préoccupations ou une organisation dans le futur ou des angoisses, eh ben, pendant les moments que mon cerveau est occupé par ça, le traitement des informations visuelles n'est pas pareil. Et la fonction visuelle est modifiée. C'est un peu comme les yeux sont ouverts, mais comme je dis souvent, il y a personne derrière, il y a personne au volant pendant ces moments-là. C'est dangereux, là. Eh ben, ça peut. Combien de personnes conduisent et arrivent à destination et disent, mon Dieu, je suis déjà là. Ouais. Où étaient nos pensées pendant tout ce moment-là? C'est une forme d'hypnose, là, à ce moment-là, on est dans... Ben, c'est pilote automatique. Ouais, pilote et c'est dangereux. Ouais. Effectivement. Donc, en gros, une personne qui est tout le temps stressée, angoissée ou quoi que ce soit, il y a sa vision qui est, on va dire, qui est troublée. Et si du jour au lendemain, ça y est, tout va bien pour elle, elle est super sereine, etc., sa vue pourrait s'améliorer presque, je dirais, peut-être c'est une bêtise, mais du jour au lendemain. Alors, je crois que beaucoup de gens peuvent déjà se rendre compte de leurs propres fluctuations dans la vie quotidienne. Moi, quand je demande à mes élèves, oh oui, il y a des moments où j'ai l'impression que je vois mieux, d'autres moments où ça, c'est vraiment pas bien. Après, il y a des personnes qui voient mieux le matin et ça dégringole le soir, ou inversement. Ça peut être moins bien le matin et mieux plus tard dans la journée. Donc, chacun va avoir son expérience de sa capacité visuelle. Après, oui, il y a des moments, et ça, ce sont des expériences que moi j'entends de mes élèves depuis des années. Il y a des moments où oh là là, ils ont peur, ma vision a baissé, et puis peut-être effectivement ils sont partis en vacances, ils sont pu se reposer, et puis ils se rendent compte que c'est un peu différent. Et c'est ça d'ailleurs que le Dr Bates à l'époque avait remarqué, parce que quand ses patients disaient ben oui, j'ai changé de travail et maintenant je vois moins bien, mais la semaine dernière j'ai changé de partenaire, je vois plus rien. Voilà, ouais, enfin, il y a un changement de quelque chose, et puis ma vision change. Donc, alors il a dit, mais c'est pas possible. Au début, il s'est dit, ben c'est pas possible. Ouais. Ça devrait pas changer comme ça. Mais c'est ça la vérité et la réalité quand on prend en compte la vision dans la vie quotidienne. Ok. Donc, c'est avoir déjà une première prise de conscience de à quel moment ma vision fluctue dans la journée. Et déjà, ça peut donner des informations sur comment fonctionne notre vision. Et potentiellement, après, pouvoir faire des choses en fonction de ça, quoi. Donc, on revient à la connaissance de soi. Exactement. Ouais. Exactement. Et puis, on commence à prendre soin, quelque part. C'est-à-dire que quand on comprend ce fonctionnement, on comprend que si j'ai des préoccupations et je suis pas présent aux informations sensorielles qui m'arrivent, c'est pas que la vision, hein, c'est toutes les informations sensorielles qui m'arrivent parce que mon cerveau est occupé. Et ce qui est intéressant, c'est le cerveau ne peut pas faire deux choses simultanément avec la même attention. Ouais. Et quand on parle de multitâches, si on analyse les multitâches, on va se rendre compte qu'on va très vite d'une tâche à l'autre. Mais c'est jamais simultané. Donc ça veut dire qu'il y a une partie de nos tâches qui est en automatique. Et notre attention, c'est sur une tâche momentanément, et puis il peut sautiller à un autre. Ouais. Et ce principe de ce que nous appelons centralisation visuelle, mais on va le trouver dans l'auditif, et on va le trouver dans le mental, la pensée, on trouve tout le temps. On centralise, mais on va très, 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 très vite d'un point à l'autre, d'un endroit à l'autre.
Et voilà, ça c'est très facile à démontrer. Et dans la méthode Bates, c'est ça ce qu'on fait expérimenter aux personnes intéressées pour qu'ils comprennent. Et puis ils disent, effectivement. Ouais. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que ça permet vraiment de prendre conscience de la vision, de mettre un point de focalisation dessus et le prendre vraiment comme une entité, c'est-à-dire presque à part, quoi. On n'a pas juste des yeux et c'est comme ça, c'est comme il y a quand même une part importante dans notre quotidien et notre façon de voir les choses et d'expérimenter les choses. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Alors, tu parlais tout à l'heure, on peut pas, ça n'a pas pour but on va dire, de corriger, mais cette méthode, elle est pour qui? Dans quelle mesure on peut la préconiser? Est-ce que tu vois, j'en sais rien. Alors, je connais pas trop les termes, tu pourras peut-être les expliquer. Mais quelqu'un qui a une myopie, quelqu'un qui a un strabisme, quelqu'un, j'en sais rien, qui a une hypermyopie ou une hypermétropie. Voilà, merci, j'ai pas les noms. Mais est-ce que à partir du moment où tu as ça, tu peux dire bon bah ok, je vais peut-être que la méthode Bates va pouvoir m'aider à améliorer ça. En fait, dans quelle mesure on peut préconiser cette méthode, pour qui et pourquoi Alors, on peut dire que la méthode est pour tout le monde, pour avoir un meilleur confort visuel. C'est excellent pour améliorer la fatigue visuelle. Et puis, on apprend comment être présent derrière ses yeux, c'est-à-dire vraiment au volant. Et on apprend aussi que la vision n'a pas besoin d'effort. C'est-à-dire que tous les sens, généralement, nous viennent de l'extérieur. On reçoit les sons, on reçoit les odeurs, on reçoit les images, les informations visuelles. Et avec les yeux, on a la chance que si on veut pas recevoir, on ferme les paupières. Tout à fait. Voilà, comme ça, pouf, on se repose. Ouais. Mais dès qu'on ouvre les yeux, on reçoit. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est très intéressant, ça, parce que quand il y a une baisse de la vision, il y a forcément peur, ou énervement, ou panique, de moins voir. Donc, on rentre dans la physiologie des émotions, qui va avoir un impact sur la fonction visuelle. Donc, c'est pour ça, je crois, j'ai omis de dire dans les 4 principes tout à fait au début, j'ai parlé des 2 systèmes centre et périphérie, le deuxième principe, mobilité et mouvement, mais j'ai omis de dire que pour avoir tout ça, il faut que l'organisme soit détendu. Donc, les yeux, le corps et forcément le cerveau. C'est-à-dire que quand on est tranquille, on est curieux, on est présent, la fonction visuelle fonctionne comme il faut. Donc, avec le mouvement, la rapidité, la fluidité, et on est présent. Cependant, si il y a, pour nous, on a observé, et le Dr Bates a observé, s'il y a un stress qui reste, qui perdure dans le temps, on va dire, ça va changer la manière dont on se sert de ses yeux, comme ça change des fonctionnements des viscères, des organes dans le corps. Donc, quand on est dans un état de stress, il y a des modifications physiologiques automatiques, involontaires. Et ce qu'on ne pense pas, c'est que aussi ça impacte la fonction visuelle. Et ça aussi, c'est très facile à démontrer. Et c'est ça ce qu'on fait dans l'apprentissage, l'éducation visuelle, pour démontrer, pour que la personne sente la différence, vit la différence. Donc, si on vit une période de stress,
qui n'est pas juste un petit moment et puis ça se calme, comme Oui, ça voilà. arrive, c'est humain, oui. Mais sur une durée, tout change. Donc on peut avoir la vue qui baisse, comme on peut avoir des problèmes intestinaux, comme on peut avoir des problèmes musculaires. Si ça perdure, le corps finit par fonctionner dans un état de stress constamment et il n'est pas fait pour ça. Donc on n'a pas cette alternance stress, repos, stress, repos, stress, détente, stress, détente. Donc à la longue, la vision va baisser parce que les yeux ne fonctionnent, la fonction visuelle n'est pas juste. Et comme on propose forcément des lunettes qui sont nécessaires pour aider à la personne de pouvoir fonctionner et mieux voir de manière optique, ben voilà, et on va continuer, mais derrière les lunettes, on risque d'être toujours stressé. Ouais, donc la fonction visuelle n'est pas adressée. On s'adresse pas à la fonction de sous stress, mais on va juste mettre des lunettes pour permettre de continuer à fonctionner. Et il faut savoir aussi que la fonction visuelle n'est pas pareille avec et sans les lunettes. Donc, bon, c'est compliqué pour peut-être aller dans ces détails-là maintenant, mais en tout cas, nous, on ne dit pas qu'il faut pas des lunettes, mais avec l'expérience, déjà, tout enseignant de la méthode a amélioré sa vision. Alors, peut-être pas à 10-10, mais selon d'où ils sont venus, ça peut être vraiment de réduire suffisamment la correction s'ils en portent. S'ils ont... Voilà, moi, j'ai jamais eu de lunettes, donc... voilà, mais il y en a d'autres qui réduisent leur correction considérablement, même s'ils vont continuer à les porter peut-être pour conduire ou pour certaines gens, mais ils sont pas dépendants. Et c'est ça qui est intéressant, qu'on peut réduire avec une bonne manière de regarder, de placer le regard, comme je dis, on place la voix. Quand on sait comment faire, eh ben, ça peut avoir un impact sur la correction à la longue, mais pas tout de suite. Ouais, ça prend du temps, oui. Donc souvent, on dit je vois mieux et on va courir pour faire un examen et on va dire non, c'est pareil. Et donc on dit bon, parce que la fonction agit sur la structure. Donc, quand on change de fonction, il faut un temps pour que ça agisse sur la structure. Ok. Dans ce que tu dis, donc, ce que je comprends, c'est que finalement, les lunettes adressent, enfin, quand on a des problèmes de vision, les lunettes adressent, on va dire, c'est comme un pansement quelque part. Parce que finalement, ce que j'entends, c'est qu'en améliorant en enlevant son stress ou en corrigeant, on va dire, le problème de fond, bah déjà, il y aurait une amélioration sur le plan visuel. Mais par le fait qu'on cherche à corriger de façon optique, bah finalement, le problème de fond est toujours présent. Et donc, au final, les choses ne vont pas s'améliorer. On a juste mis un pansement sur une plaie, une grosse plaie. Donc, je comprends que c'est pour tout le monde. Du coup, même les personnes qui ont certaines pathologies peuvent faire ça et avoir des résultats. Alors, si je reviens effectivement d'abord avant les pathologies, parce qu'on ne guérit pas, évidemment, mais déjà avant, si on revient sur les myopies, l'hypermétropie, l'astigmatisme, encore une fois, on ne corrige pas. Mais effectivement, le confort, dans notre expérience, en fait, les élèves vont pouvoir baisser leur correction ou moins porter leurs lunettes parce qu'ils sauront comment faire pour pallier la fatigue visuelle. Ils ont appris
comment faire ça. Et donc, c'est tout à fait vrai. Un ophtalmologue dit il faut porter les lunettes tout le temps parce que sinon vous allez forcer et fatiguer les yeux. C'est tout à fait vrai. On ne veut pas fatiguer les yeux. Par contre, on peut apprendre à les reposer tout le long de la journée. Et donc, on peut se permettre d'enlever les lunettes, mais encore une fois, c'est pas enlever les lunettes pour forcer et ne rien faire à côté. Ça ne sert à rien. Okay. Par contre, si on explore sa capacité visuelle sans les lunettes à des moments propices, on est en sécurité, et on se rend compte, ah ben oui, je peux. À ce moment-là, on met en place ce qu'on a appris. C'est pas pour regarder comme on regardait avant. Et puis, on est conscient, on est très à l'écoute de nos yeux, et donc si jamais ils sont fatigués, on saura quoi faire. Donc c'est un autre comportement, et ça c'est essentiel, parce qu'il y a des gens qui lisent un peu un livre sur la méthode Bates, ils enlèvent les lunettes, mais ils font rien à côté. Ça c'est pas bon, juste enlever les lunettes non. En fait c'est non, ils vont. Si tu cherches à voir on va ça... plisser les yeux, on va forcer, la tête va aller en avant, pas du tout, c'est pas bon. Donc les ophtalmologues ont tout à fait raison. Plutôt que forcer et intégrer des mauvaises habitudes, il vaut mieux les porter tout le temps. Okay. C'est pour ça, nous, on dit, si on pratique, on explore, on va dire toujours, on explore sa capacité visuelle sans les lunettes, c'est pour jouer sur la fonction visuelle, c'est pour changer des habitudes. Pour faire des exercices, vraiment, on a des protocoles, quoi. C'est pas enlever juste pour enlever. C'est pas que des exercices, c'est une prise de conscience. De ces habitudes visuelles, qui peut être visuelles, posturales et émotionnelles, et manière de fonctionner, en général. Donc, c'est pour ça, la méthode Bates, c'est pas un miracle du tout. Ah mince, bon désolé. Non, c'est pas un miracle. Sinon, ça saurait. Oui. C'est on peut dire, un développement personnel, parce que on va chercher à prendre conscience de la manière dont on fonctionne. Alors, jusqu'où on peut aller alors avec ça ? Est-ce que, je vais peut-être te demander si tu as des exemples à donner, mais qu'est-ce qu'on peut attendre de ça ? Est-ce que si j'en sais rien, on la pratique pendant, 3, 10, 15 ans, est-ce qu'on va arriver à une limite où on va pas pouvoir évoluer, ou est-ce il y a un point auquel on peut arriver et se dire c'est un moment où finalement je vois bien en toutes circonstances. Il y a des personnes qui ont arrivé là, c'est clair. C'est pas systématique. Mais c'est pas du tout systématique, et c'est pour ça on dit c'est pas scientifique ce qu'on fait, mais non, c'est pas scientifique, c'est humaniste, et puis et tout ce qu'on préconise au niveau activité, c'est basé sur l'anatomie de l'œil. Donc, mais c'est vraiment, on est à faire avec l'être humain. Avec ses peurs, avec sa manière de voir le monde, avec son passé, et c'est là où le lien avec les émotions entre en jeu. Il y a des moments où, comme je disais avant, la fonction visuelle va être liée, va changer selon notre état. Donc, selon nos états, encore une fois, les émotions qu'on vit, ça va jouer. Et ça, on voit vraiment quand par exemple dans somatic experiencing, souvent, donc rien à voir avec la méthode Bates, dans une séance thérapeutique sur le trauma, souvent à la fin d'une séance, la personne peut dire « Ah tiens, j'ai vraiment l'impression que je vois mieux ». Alors donc on n'a pas du tout parlé, fait quoi que ça soit de la méthode Bates. Donc voilà, et il n'y a pas que le somatic experiencing. Moi je sais qu'il y a plein de techniques ou approches où les gens me disent, ou les thérapeutes m'ont dit, tiens, c'est intéressant, à la fin de la séance,
telle et telle personne où on dit ah bah tiens, j'ai l'impression que je vois mieux. Mm. Voilà, donc c'est pas que la méthode Bates, c'est pas que somatic experiencing, c'est qu'est-ce qui se passe avec notre état profond qui fait que à un moment donné, les yeux vont fonctionner autrement. Mm. Et ce qu'on perçoit est mieux perçu. Ok, intéressant. Ouais, donc au final, on peut pas donner de durée de traitement ou quoi que ce soit. Ça va dépendre vraiment de la personne, de ce qu'elle est, de ses peurs, de comment elle fonctionne au quotidien et puis de comment elle applique les protocoles. Et puis ça peut très bien se faire peut-être en 1 an, d'autres 3 ans, d'autres 5 ans, 10 ans. Oui. Ça dépend vraiment, quoi. Oui, oui, exactement. Et moi, je vois avec différentes erreurs de réfraction, ben parfois, ça peut être très vite, ça peut être très simple parfois. Comme d'autres, c'est très complexe. Ouais. C'est très complexe. Donc nous, on ne prétend pas comme je répète, hein, ni de guérir, corriger, mais on amène une conscience d'une autre habitude et juste ça peut avoir un effet. Alors, tu posais la question pour les pathologies. Ouais. Alors les pathologies, évidemment, comme je disais, on guérit pas, mais il est vrai aussi que parfois le pouvoir comprendre la fonction visuelle qui n'est jamais vraiment expliquée par l'ophtalmologue permet de détendre la personne et permettre une meilleure fonction visuelle. Donc souvent, il y a beaucoup de peur. Ouais. C'est fondamental derrière, c'est ça qui est derrière une perte de vision. Énormément de peur. Et c'est vrai aussi que souvent les professionnels de la vue ne sont pas dans la douceur. Donc, pas tous. Il y en a, effectivement, mais pas tous. Et donc, on va annoncer quelque chose de difficile pour l'autre de recevoir, qui peut avoir différents impacts. Soit un impact de dépression, et de s'abandonner, ou, selon le caractère de la personne, pousser dans le combat. Voilà, donc, en tout cas, dans les deux cas, il faut pas qu'il y ait forcing et forcer, moi je veux, ou j'abandonne. C'est qu'est-ce que je peux faire avec la vision que j'ai. Et tant qu'on n'a pas la cécité totale, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire qui nous sort de la peur et qui nous permet de maintenir le capital visuel qu'on a. Parfois, ça améliore l'état et parfois, ça stabilise. Mais on est moins dans cette peur et cette dépression qui vient souvent avec une pathologie. Et donc, c'est ce côté, quelque part, d'être à l'écoute qui est essentiel et qui agit sur la vision. On revient à l'approche humaniste, à l'aspect humaniste. C'est clair. Ok. Très intéressant. Et du coup, on peut stabiliser ou un peu améliorer, mais est-ce que ça peut aussi se dégrader si on fait, ou pas du tout si on fait mal? Parce qu'en fait, mon autre question qui suit, c'est est-ce qu'on doit se faire automatiquement accompagner ou on peut réussir tout seul finalement à mettre tout ça en place, quoi? Alors, le principe d'une éducation, c'est qu'on éduque pour être autonome. Oui. Donc, une fois qu'on connaît les outils, les activités, je préfère dire activités plus qu'exercices parce que généralement, les exercices, tout le monde s'en lasse et puis dit que c'est ennuyeux et on finit par ne plus les faire. Par contre, la plupart des activités qu'on enseigne peuvent se faire n'importe où. N'importe où, ok. N'importe où, dans la rue, dans un fil d'attente,
tout le long de la journée. Et d'ailleurs, un patient de Dr. Bates disait combien de temps je dois me consacrer à ces exercices. Et lui, il a répondu à tout moment que les yeux sont ouverts. Ok. Donc, c'est pas juste des exercices, 15 minutes, 10 minutes le matin, parce que la question c'est qu'est-ce que je fais de mes yeux le reste de la journée? Donc, si je fais mes exercices 10 minutes le matin et je passe toute la journée sur un écran, oui, d'accord, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas comme ça. C'est vraiment un état d'esprit. C'est un peu comme la pleine conscience, finalement. C'est essayer d'être. C'est ça. Ou encore la sédentarité. Au final, c'est pas parce que tu fais 10 minutes le matin ou 10 minutes le soir que. Non. Si tu restes toute la journée assis, que ça va changer les choses. C'est pas bon non plus. Donc, c'est ça. Donc, en fait, en gros, la méthode Bates, on enseigne les principes de base, les activités qui vont avec. Une fois que la personne peut dire que je sais de quoi il s'agit, il peut être autonome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces outils à vie. Oui. Donc, après, il y aura des moments où on oublie. Et puis souvent, les gens disent « Oui, j'ai eu un gros stress. » Et souvent, les gens reviennent quand c'est ça le cas. J'ai eu un gros stress, j'ai juste besoin d'un petit piqûre de rappel. Ouais. Mais ils ont tout. Et quand on le pratique, on maintient la vision. La plupart des enseignants de la méthode Bates ne portent pas de lunettes. Alors, s'ils portent des lunettes, il y a quelque chose de... Non, c'est parce qu'ils sont venus de très loin. Ok. Et ils ont baissé quand on a moins 10 ou moins 12 de myopie, par exemple. Ouais. Ça sera pas 10-10. Hein. Ouais. Mais par contre, on peut réduire beaucoup, mais c'est une persévérance, c'est une conscience, c'est une pleine conscience, c'est vrai. Ouais, c'est un état d'esprit, c'est un travail du quotidien. Ouais. C'est un travail du quotidien, mais c'est passionnant parce que ça nous amène dans plein de couches de nous-mêmes, et c'est ça qui est Exploration, ouais, c'est ça. Ouais, parce que là, du coup, ça permet d'avoir une meilleure connaissance de soi et même d'explorer d'autres choses. Parce que tu disais, c'est que, par exemple, peut-être en faisant une thérapie sur quelque chose ou en expérimentant quelque chose d'autre, ça peut avoir un impact, in fine, sur la vision. Et ouais, ça, c'est intéressant. Il y a le Qigong des yeux. Il y a la réflexologie oculaire. Ah oui. Il y a beaucoup de choses qui approchent disciplines techniques qui vont impacter la vision comme pour le reste du corps. Et c'est pour ça la méthode Bates, c'est une porte d'entrée. J'aime bien, ouais. C'est une porte d'entrée. Et parfois, sur le parcours de l'amélioration de la vision, on a besoin de plusieurs portes. Et ça, c'est normal. Ouais. Et c'est pas toujours les mêmes portes pour tout le monde. Chacun trouve sa porte d'entrée qui va l'aider. Et heureusement, on vit dans une époque où il y a plein de portes d'entrée comme choix. Après, c'est un parcours, qui est une exploration qui est, moi, je trouve richissime. Non, mais c'est très juste ce que tu dis, Nina, et c'est un des buts du pourquoi de ce podcast, c'est proposer des nouvelles portes, que les gens puissent essayer, et puis après, ces personnes vont elles-mêmes trouver d'autres portes et faire leur propre chemin, parce que finalement, il n'y a pas de recette magique, et ça va dépendre vraiment de chacun. Et peut-être à un instant T, il y a une pratique qui va nous convenir, mais dans 5 ans, ce sera plus le cas, inversement. Et, c'est ça qui fait la richesse, et en même temps se dire c'est pas évident non plus, quoi. C'est vraiment une expérience de vie, une expérience de vie, voilà. Exactement. Et donc nous, souvent, on reçoit des personnes qui ont des difficultés avec des lunettes parce que ils trouvent jamais que ça correspond. Donc voilà, ils cherchent une solution. Et ce qui est intéressant, c'est que nous avons alors moi, j'ai fondé une école pour former des enseignants de la méthode Bates. Ça fait depuis 2010 que ça existe.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques professionnels de la vue qui commencent à s'y intéresser pour intégrer dans leur propre travail, au moins l'esprit, l'écoute, que ça soit opticien, que ça soit orthoptiste ou optométriste. Voilà, donc c'est intéressant parce que on n'est pas du tout, c'est pas une concurrence. C'est ce que je voulais te demander, justement, t'en parles là, c'est qu'est-ce qu'ils en pensent finalement ces professionnels de santé? Pourquoi on n'entend pas forcément parler de ça? Est-ce qu'elle est décriée? Est-ce qu'elle est justement, elle est méconnue, mais que ces personnes sont aptes à le recevoir? Enfin, comment elle est accueillie aujourd'hui, cette méthode? En général, par les professionnels de la vue, elle n'est pas reçue du tout. Ah, pas du tout, du tout. Non. Okay. Souvent parce qu'on ne connaît pas et on n'a pas pris le temps, soit par des livres. Et alors, j'avoue qu'il y a beaucoup de livres qui sont peut-être un peu légers sur l'affaire, mais sont pas venus vraiment voir qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a pas eu suffisamment d'intérêt. Et donc, soit on n'y croit pas, soit parce que c'est pas vraiment mesurable, parce que on n'est pas dans le mécanique, on est dans autre chose que la mécanique. Ouais. On n'est pas dans les mesures, on est dans la partie cérébrale et perceptuelle de la vision, c'est-à-dire comment je reçois l'image et qu'est-ce que j'en fais. Donc, et qu'est-ce que ça me touche et en quoi ça me touche. Donc, c'est plus difficile de mesurer. Oui, donc, mais il y en a parce que je connais certaines personnes qui sont professionnelles de la vue, qui sont ouverts et qui, quelque part, ont perçu dans leur propre pratique des choses ou des situations qui leur permet d'avoir une ouverture. Donc, je sais que ça existe. Hein, alors, les personnes, souvent, qui orientent les personnes vers nous, ça peut être des ostéopathes, ça peut être généralement des personnes des praticiens qui sont dans le milieu de si je veux dire c'est pas médecine non plus, mais médecine intégrative. Je préfère ça qu'à alternative, plutôt intégrative. Holistique, ouais. Voilà et on va retrouver l'intérêt pour la vision, comme je disais à tout début, dans différentes approches. On va trouver dans le Feldenkrais, on va trouver dans la technique Alexander, on va trouver dans Pilates, dans tout le monde qui travaille avec le corps et s'intéresse à la part de la vision. Comment on pose le regard par rapport à la posture de la tête. Et on va voir aussi avec des difficultés visuelles l'importance de la posture. Ok, c'est intéressant. Comment on peut avoir une posture aberrante, inclinée, ou favoriser un œil qui va perturber la vision. Donc il y a tellement d'aspects, c'est tellement riche qu'on pourrait parler des heures. C'est trop pour. Mais c'est magnifique. Non, moi je suis passionnée. Oui, ça se ressent et puis j'imagine qu'on peut parler de nombreuses choses. Bon, en tout cas, j'ai bien compris. Du coup, l'interrogation que peuvent avoir justement ces professionnels. Bon, en tout cas, de ce que j'entends, il n'y a quand même rien de dangereux à appliquer cette méthode ou quoi que ce soit. De toute façon, soit il n'y a pas d'amélioration, soit il y a une amélioration. Donc au final, c'est juste peut-être une méconnaissance et le fait peut-être que pour des personnes scientifiques, le fait que ça ne soit pas protocolaire, ça puisse poser problème. C'est ça. Non, c'est pas du tout dangereux puisqu'on fait tout pour justement... voilà, ça va dans la détente, la présence. Ouais.
Donc, il n'y a pas du tout de dangerosité. Et une chose que je veux spécifier, c'est qu'on fait pas, c'est pas une gymnastique. C'est pas une gymnastique, on fait pas des étirements oculaires. Donc souvent, quand on parle de les yeux doivent être mobiles, on parle de voilà bouger les yeux droite gauche haut bas, faire des rotations. Donc alors c'est très bien, mais nous on n'enseigne pas ça particulièrement parce que notre approche c'est quand le regard est présent et pétillant et curieux et intéressé, le mouvement est là. Okay. Naturellement. Donc, on part de la vision dans le quotidien et pas juste dans un cours de gymnastique. Oui, un exercice. Voilà, on va faire, comme tu disais tout à l'heure, 10 minutes d'étirement oculaire. On va regarder en haut, en bas. C'est ça. Et là, par contre, parfois, de le faire sans qu'on a eu, un examen, parfois, de faire la gymnastique oculaire, ça peut être problématique selon la tonicité musculaire qu'on a. Et parfois, on ne le sait pas. Non, parce que tout simplement, j'ai eu des personnes qui sont venues et qui ont eu quelques petits soucis après avoir fait beaucoup d'exercices pour les yeux. Étirement, je vais dire. Okay. Exercice, c'est autre chose, mais okay. Étirement. Donc voilà, il y a... Mais sinon, il y a absolument pas de danger du tout. On va on est vraiment là à l'écoute de la personne. Et donc, c'est la personne qui va dire comment il ressent. C'est un retour de la personne. Nous, on n'impose rien du tout. Et c'est pour ça, dans les cours de la méthode Bates ou les stages, on est très attentif au vécu de la personne avec chaque activité visuelle, comment il le vit. Et c'est ça encore, ça revient à la pleine conscience, parce qu'on va sentir, on va être à l'écoute de nos yeux, on va sentir quand ils sont fatigués ou si telle et telle activité a un impact aussi. On sent que les yeux sont super contents et pétillants et super intéressés, curieux. Ouais. Tout ça, c'est un retour, c'est pas nous qui disons, voilà, et ordonnons des activités. C'est un va-et-vient. Ok, intéressant. Et ça, c'est important. Oui, tout à fait. Tu fais bien de le préciser. Alors, du coup, est-ce que tu aurais peut-être des conseils pour les personnes qui souhaitent améliorer leur vision? Bon, il y a la méthode BATS, mais ce que je comprends de ce que tu as dit, c'est qu'on ne peut pas prendre des exercices comme ça de vision et les appliquer parce que ça pourrait pas forcément faire de bien. Si on prend des exercices, j'en sais rien, je m'y connais pas du tout, hein, mais... Oui, alors il y a des livres, hein, il y a des livres qui vont... qui donnent des exercices, je parle des exercices. Oui, j'ai pas dit le bon mot, des exercices. Non, je sais. En tout cas, des habitudes, on va dire. Non, mais il y a des livres qui vont parler des exercices, effectivement. Et il y a des personnes qui suivent ça et ils peuvent avoir des améliorations. Hein. Enfin, je veux dire, si on a une petite presbytie ou une petite myopie, ça va. Si on commence à avoir des choses un peu plus compliquées, il vaut mieux d'avoir au moins voir quelquefois un enseignant pour être sûr que ce qu'on peut faire, parce que c'est vrai que l'enseignant est formé pour mieux orienter, surtout pour des pathologies, ce qu'il faut peut-être moins faire, ou ce qui est mieux de faire, ou comment le faire, ou dans quelle position, etc. Donc c'est ça la formation. D'accord. C'est pour être plus précis dans les conseils et les recommandations. Est-ce que de façon globale, il y a peut-être des habitudes qui sont bonnes à prendre, on va dire que tu pourrais, je sais pas, par exemple, peut-être fermer les yeux pendant 10 minutes dans la journée ou peut-être quand on travaille devant un ordinateur, regarder au loin. Est-ce qu'il y a des bonnes, on va dire, sans rentrer dans le détail de la méthode BATS, mais en tout cas des bonnes habitudes visuelles
en tout cas qui pourrait aider l'œil. Ah oui, dans la absolument. Il y a alors déjà quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est penser à scier des paupières. journée. Scier, Ah, ok, oui, oui. C-I-2-L-E-R, Oui, si, ok. pas scier. Alors souvent on dit cligner. Cligner, oui. Ouais, c'est Nous, ça. on dit plutôt scier parce que cligner, souvent, ça sollicite plus Ouais. de muscles. Ouais. En fait, scier des paupières, c'est juste un petit battement de temps en temps. C'est juste comme une prise de photo. Et c'est extrêmement important. Et dès qu'on est stressé, dès qu'on est à l'écran, dès qu'on se concentre et on s'applique à quelque chose, la tendance, c'est de moins scier. Ah ouais. Et quand on scie moins, l'extérieur de l'œil est moins irrigué et donc sèche. Et souvent, les gens se plaignent des yeux secs. Ouais, tout à fait. Mais non seulement le sciement est important pour lubrifier l'œil, mais aussi pour donner un instant d'obscurité à la rétine et au nerf optique. Ouais, il est vraiment court cet instant. Oui, mais si on comptait tous les sciements de la journée, on aura presque 1 heure d'obscurité. Okay. Alors, on a dans la méthode le repos des yeux par les paumes des yeux. C'est les yeux paupières fermées. Et ça, c'est bien pour que le système visuel se repose complètement de la lumière. Les yeux ont besoin non seulement de la lumière le plus naturelle possible, donc en fait on est tous en carence de la lumière naturelle, on n'est pas assez dehors, mais aussi on a besoin de l'obscurité, et pas attendre la nuit quand on se couche. Ah, pas que juste la nuit, c'est ce que j'allais dire, là-bas la nuit, justement, on ferme les yeux, on est dans l'obscurité. Non, et on préconise le repos des yeux par les paumes des mains plusieurs fois dans la journée, parce que attendre jusqu'à la fin de la journée la nuit, c'est trop longtemps. Surtout avec ce qu'on demande à nos yeux aujourd'hui. Les yeux sont sollicités d'une manière qui n'est pas du tout naturelle. Quand on passe 10 heures à l'écran, assis sur une chaise qui n'est pas une posture naturelle à long terme, on fait tout pour être mal. Et donc, même si on regarde au loin, non, évidemment, les consignes sont de regarder au loin. Alors, dans les je ne sais pas les directives actuelles de l'Union européenne, mais à un moment donné, c'était 1 fois toutes les heures. Mais déjà, si on reste 1 heure sur une distance, c'est trop long. Ok. Alors, je donne l'exemple. Si vous fermez les doigts dans votre main, vous faites fermez, et vous restez les doigts pliés pendant 1 heure, que se passe-t-il à la fin d'1 heure quand vous voulez ouvrir votre main? Ça va être compliqué ou alors Bah oui, les muscles vont être complètement... voilà, ça va faire mal. Ben, c'est pareil pour les yeux. Rester dans une position pendant 1 heure, c'est pas normal. Donc, et c'est ça la difficulté, parce qu'on est tellement happé par l'écran et le travail à faire, que le temps passe, et avant qu'on sache, ça fait 2 heures qu'on y est. Je le sais. Oui, c'est pour moi-même. Je sais, ça me parle aussi. Donc, ça me fait... Donc, ça demande une certaine discipline de, effectivement, tourner la tête, regarder au loin, parce qu'il faut savoir que les yeux sont reliés, enfin, les muscles oculaires sont reliés par un circuit neurologique aux muscles à l'arrière de la tête, les muscles suboccipitaux. Donc, les ostéopathes le savent, mais c'est un lien qui n'est pas direct forcément, mais qui arrive. Et c'est pour jusqu'à la base du crâne. Et c'est pour ça, souvent, quand on est face à l'écran, le cou se bloque, les yeux se bloquent, tout est bloqué, et puis on a mal au dos. Donc, c'est important non seulement que les yeux changent
de distance, mais la tête aussi doit tourner et regarder et soulager le cou. Donc, regarder par une fenêtre, tourner la tête, s'orienter autour de soi, scier des paupières, parce que peut-être pendant très longtemps on n'a pas fait. C'est fou, ça, ouais. Mais c'est pas seulement regarder au loin, c'est regarder de très près aussi. Enfin, très près, regarder, voilà, ses ongles. Est-ce que loucher, c'est bien? C'est pas loucher, c'est Oui. converger. Ah, converger. C'est pas pareil. Ça paraît. Donc, c'est converger parce qu'on perd là, cette capacité. Non seulement l'écran, c'est une certaine distance, donc on perd aussi le plus près. Ouais. Donc, c'est pas que seulement au loin, c'est aussi de près. Ok. Donc, ce que je recommande à toute personne qui reste des heures devant l'écran, Coucou moi. par exemple, Par exemple. c'est de boire beaucoup, Ah, ça, j'ai pris cette habitude-là. boire énormément, parce que la seule façon de s'extraire d'un écran, c'est aller aux toilettes. Ah oui, bah oui. Je veux dire, parce que sauf qu'on a la gourde à côté, finalement, on reste toujours. Mais oui, pour aller aux toilettes, oui, c'est... Exactement. Okay. Ça, là, on peut pas s'empêcher ah, oui, c'est pas de mal, se lever et partir de l'écran. Ok. Et à ce moment-là, on profitait pour bouger la tête. On profite de marcher, de regarder au loin, le plus loin possible, de regarder de très près, okay. de bouger. C'est non seulement pas bon pour les yeux, mais c'est pas bon pour le corps. Ouais, bah oui. Et tout le monde le sait. Ouais. Tout le monde le sent. Ouais. Voilà. Bah c'est comme préconiser aussi toutes les heures de se lever, de faire un peu de mouvement. Oui, finalement c'est pareil. Ça devient évident. Ouais. Mais on s'occupe pas assez des yeux. Ouais, je pense que je suis convaincu de ça. Et quand tu disais faire l'obscurité aussi, c'est genre mettre la main devant ses yeux. Alors il y a vous verrez sur Internet, il y a plein de des petites vidéos qui montrent comment faire le repos des yeux par les paumes. C'est pas mettre les doigts devant les yeux, c'est les paumes. C'est très important que l'œil soit en face du creux des paumes et les paupières fermées. Donc il y a plein ou dans les livres et sur Internet, il y en a plein. Okay. Est-ce que mettre parce que moi je sais que pour le sommeil, pour l'obscurité, j'ai des masques qui me recouvrent l'œil pour être dans l'obscurité. Est-ce que ça c'est pareil finalement, parce que ce qu'on veut c'est l'obscurité, ou vraiment le fait que ça soit la paume de la main, c'est important? Alors souvent on pose cette question. Alors la paume de la main a une certaine chaleur. Et puis, c'est quelque chose qu'on fait à soi-même. Et alors, selon comment on pense la chose, ça peut être l'énergie, notre propre énergie. C'est tout simplement notre chaleur qui a un effet très bénéfique sur les paupières et sur les globes oculaires et sur tout le système. Et ces moments ça s'appelle le palming, parce que ça vient de l'anglais. Ce moment de palming, c'est très précieux, non seulement pour les yeux et tout le système visuel, parce qu'il y a les nerfs optiques, mais ça agit sur le système nerveux en général, et ça permet au corps de se réorganiser. On est dans l'alternance. Mon mot préféré, c'est l'alternance. Et on a besoin, les yeux, j'ai dit, ont besoin de la lumière, préférence naturelle, et l'obscurité. On a nuit, jour. On a extension, flexion. C'est-à-dire que tout, la nature et la vie, c'est l'alternance. Donc, quand on fait le repos des yeux en faisant des petites pauses dans la journée, surtout si on est à l'écran, le repos de la lumière, malgré les filtres et les ci et cela, c'est important. Et plus on est dehors dans la lumière naturelle, mieux c'est. Et il y a de plus en plus d'études maintenant sur l'impact bénéfique d'être dehors dans la lumière naturelle. Je suis totalement d'accord. Ça réduit, on a fait des études, surtout en Australie, en Asie et ailleurs, que plus les enfants et les adultes soient dehors, moins il y a de myopie et de problèmes visuels. Ben forcément. Incroyable. Et ça devient une évidence, à tel point que
en Chine, apparemment, on fait des mouvements, on fait des choses, de plus en plus d'activités dehors, dans la lumière naturelle. C'est comme un peu en France, il y a des écoles de la forêt, enfin bon. Oui. En tout cas, on n'a pas fini à faire des recherches sur l'importance de la lumière naturelle sur non seulement la vision, mais sur notre état général. Ah oui, tout à fait. J'aime à dire qu'on est comme des plantes. On a besoin d'eau, d'amour, d'eau fraîche et de soleil. Oui, et on devient des taupes. On devient des taupes, exactement. Et puis ça régule pas mal de choses. Le matin, quand on dit on se lève, il faut voir dehors, comme ça, il y a le cycle circadien s'enclenche. En tout cas, voilà, il y a tout un tas de processus qui s'enclenchent. Se dormir avec le soleil qui se couche, bien regarder le coucher du soleil. Ouais, ça, effectivement, c'est très important. Et on est tous carencés de la lumière naturelle parce qu'on est dans nos bureaux, nos voitures, et les pauvres personnes qui n'ont pas de fenêtre du tout dans leur bureau, il y en a plein. C'est terrible. Que c'est maltraitance. Ouais. Et je le dis sans scrupule. C'est super important. Mais être tout le temps dans les néons, toute la journée, comme les grandes surfaces. Enfin bon, il y a de quoi dire sur cette importance à plusieurs niveaux, au niveau santé, au niveau bien-être. Mais on est tous mal avec ce manque d'être dehors. Et les enfants, surtout, ne sont pas assez dehors. Quand moi, j'étais petite, donc ça fait des années après-guerre, à l'époque, les médecins disaient aux parents de mettre les bébés dans le landau, à l'extérieur, bien emmitouflés. Et c'est ça, c'était être dehors. Là, on ne dit plus. Mais peut-être, je crois qu'on va commencer à le redire. Parce qu'on est tous carencés de la vitamine D et ça vient principalement de la lumière naturelle. Ouais. Et je parlais aussi dans un autre épisode, ça fait écho avec ce que tu dis, c'est même au niveau du microbiote. Par exemple, le fait qu'on soit pas assez à l'extérieur, pas assez dans des éléments naturels, on n'est que dans des milieux, on va dire, qui sont désinfecté entre guillemets, on est en intérieur, enfin tout est propre, etc. On n'alimente pas suffisamment notre microbiote et qui est finalement un élément hyper important pour notre santé, pour notre système immunitaire et pour notre santé de notre santé de façon globale. Donc voilà, encore un lien aussi avec la vision, et ça je suis très convaincu. Mais du coup, en plus, quand on est dehors, ça du coup avec la question qui arrive, c'est les lunettes de soleil, donc ça fait en plus de mal que de bien. Alors, les lunettes de soleil, c'est une grande question. Moi, j'en mets plus maintenant parce que je sais que c'est important d'avoir le soleil, mais on peut pas dire non, oui ou non. Je pense pas que ça soit juste binaire, mais non. Dans cette idée il faut mettre les yeux avec le plus de luminosité possible. Alors, l'idée de mettre des lunettes de soleil, c'est... Alors, il y a... effectivement, il y a le bon sens. Il y a un bon sens. Si on reste constamment... Il faut savoir que quand on porte des lunettes de soleil, les pupilles derrière restent constamment dilatées et n'ont pas le stimulus de se contracter. Et ce qu'on observe, c'est que plus on porte les lunettes de soleil, plus on devient sensible. Parce que ce sont les pupilles qui gèrent la quantité de lumière qui entre dans les yeux. Les pupilles sont gérées par le sphincter de l'iris. Donc l'iris, c'est la partie coloriée des yeux, et qui est un sphincter, un muscle. Donc, encore une fois, ce muscle doit être souple. Quand c'est souple, on s'adapte à tous les différents degrés de luminosité. Cependant, évidemment, il ne faut pas se faire du mal. Mais il peut y avoir un port excessif des lunettes de soleil, jusqu'à les porter à l'intérieur. Aller dans un magasin. Et on voit ça aussi avec les enfants. Parce que les parents
ne pense pas à les enlever. Et donc, plus on les porte, moins il y a de stimulation pour les pupilles de s'adapter correctement à la quantité de lumière. Donc, forcément, si on est très sensible, on va pas nous empêcher. Dans la méthode Bates, on a des activités qui peuvent aider à améliorer la réaction pupillaire. Oui. Et donc l'adaptation à différents degrés de luminosité. Ouais. C'est un cercle vicieux en plus, parce que plus on met des lunettes, plus on devient sensible, et donc plus on a encore besoin de lunettes, parce que c'est un cercle vicieux. Et avec l'expérience, on voit très bien comment les personnes, en faisant ces activités, petit à petit, les portent moins. Ou voilà, les portent à la neige ou en mer, mais enfin dans des cas très mais particuliers. pas en hiver, pas en quand il y a juste un peu de, enfin on voit parfois quand c'est couvert. Ouais. Donc c'est du bon sens. C'est du bon sens. OK. Il faut aussi penser quand on est au soleil de scier des paupières. Ah oui. Et de bouger la tête. Et pas regarder le soleil directement. Évidemment, on regarde. Bon sens. Ça, c'est une évidence de ne pas regarder le soleil. Mais plus la tête est en mouvement, plus on regarde autour de soi, moins on sera ébloui, parce que c'est pas les mêmes cellules qui vont recevoir la forte lumière. Okay. Et ce que nous préconisons, c'est porter un chapeau, une casquette, une visière. Ouais. Voilà, si on. Mais bon, être. Voilà, toujours de bon sens. Ok. Ok, très bien sur les lunettes de soleil. On a pas mal avancé dans la conversation. C'est cool. Bon, t'inquiète pas, on en a plus pour longtemps. Parce que j'avais des questions d'auditeurs. Mais avant ça, je voulais juste terminer peut-être avec quelles sont les limites selon toi de cette méthode. Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a des ou finalement les limites peut-être c'est le temps, je sais pas. Est-ce que tu vois toi avec ton recul des limites ou des barrières ou j'en sais rien? Alors les barrières non. Limites oui, il y a des problèmes visuels qu'on va pas pouvoir agir dessus, absolument. Après, je reviens au début, c'est plus on connaît ses yeux et ses propres habitudes, plus on va retrouver un confort et une hygiène visuelle, je peux dire, une bonne hygiène visuelle. Et quand on met en place une bonne hygiène visuelle, on peut avancer beaucoup. Mais c'est pas quelque chose comme une garantie que si vous faites ce traitement, qui n'est pas un traitement, vous allez avoir tel résultat. C'est clair. Après, aujourd'hui d'ailleurs, on est dans une société qui veut avoir des résultats immédiats. Il faut que ça soit demain ou tout de suite. Alors là, parfois, j'ai des personnes qui s'étonnent en une heure de voir différemment. Ça oui. Mais il y a d'autres qui vont dire non, c'est pas pour moi et puis moi j'ai pas envie de faire tout ça, j'ai pas envie de voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais ça existe et il y a énormément de possibilités. OK. Par des stages, par des cours, par les livres qui sont disponibles. Ouais. J'ai une question très naïve qui me vient de l'esprit, ne rigole pas. Est-ce qu'il y a des cas de personnes aveugles ou des cas d'aveugles qui pourraient peut-être avec cette méthode pas retrouver la vue, mais peut-être réenclencher certaines choses J'aurais tendance à dire non, mais je ne sais pas si ça m'est venu comme ça. Alors, encore une Qu'est-ce fois, que t'en penses? Ça dépend. Oui, il y a plusieurs cas, si c'est vraiment coupé, bien sûr. Mais est-ce que peut-être il y a des certains... il y a des cas de personnes qui... le plus connu, évidemment, c'est Meyer Schneider,
qui lui est né avec des cataractes congénitales. Et il a eu 5 opérations avant ses 7 ans sur ses yeux, qui ont, à l'époque, hein, parce qu'il n'est pas tout jeune aujourd'hui, bon, qui lui a laissé avec une vision extrêmement basse. Il a fait toute sa scolarité avec le braille, à braille, mais à 16 ans, il a rencontré quelqu'un qui lui a parlé de la méthode Bates. Il a dit, bon, de toute façon, je perds rien. Ouais. Ouais. Voilà, pourquoi pas. Je me disais. Donc, il s'est amusé à un peu l'explorer, et c'est vrai, avec le temps, et il a appris aussi une technique de massage très profonde, et avec le temps, il s'est rendu compte que il pouvait mieux distinguer entre ombre et lumière et voir des formes. Ok. Et il a continué. Bon, c'est une force de la nature, hein, comme personnage aussi. Ouais, il faut de la persévérance. Oui, mais aujourd'hui, il n'a pas à 10-10, c'est impossible avec toutes les lésions qu'il a. Mais il n'a pas de lunettes et il voyage partout dans le monde et il enseigne. Ok. Et il a écrit des livres certains sont traduits en français. Ouais. Et d'ailleurs, il va venir en octobre à Paris. Ah. Notre école l'invite. Alors, il va avoir un stage pour le public et l'école l'invite pour les enseignants pour faire une formation continue avec la basse vision, justement. Okay. Parce que lui, il travaille, puisqu'il est venu de là, il travaille avec la très basse vision. Okay. Et voilà, et nous aurions besoin des personnes avec basse vision qui veulent bien venir à cette formation continue pour qu'ils puissent enseigner aux enseignants comment ils travaillent. Intéressant. Donc, il y a quand même il y a une possibilité quand même. Il y a une lueur d'espoir pour les personnes qui ont une très... Oui, moi j'ai travaillé avec des personnes basse vision, et ce qui est intéressant, c'est que on peut avoir une très basse vision, et là encore, il y a tout le côté cérébral. Oui. On dit, je vois rien. Et donc, on cherche pas à s'intéresser à ce qu'il y a. Et ce que je trouve merveilleux, c'est que quand on commence à interroger, de me décrire qu'est-ce qui est perçu, même s'il n'y a pas de couleur, même s'il y a des formes, je dis, ah bon? Ah oui? Et il y a toute une attitude différente qui fait que on peut commencer à s'intéresser à ce qu'on voit, même si c'est peu. Et lorsque on s'intéresse à ce qu'on voit, même peu, ça change la fonction visuelle déjà. Et ça change la connexion cerveau-œil extérieur. Et c'est ça la méthode Bates aussi, c'est de réassocier cerveau-œil et extérieur, parce que souvent, on se dissocie. Et la première dissociation, j'ai mentionné au tout début de cet entretien, c'est penser à autre chose et ne pas être derrière ses yeux. C'est comme une dissociation. Être conscient et pleinement conscient, oui, tout à fait. Très bien, c'est super clair. Avant de passer à la conclusion, j'ai quelques questions d'auditeurs et d'auditrices. Je veux voir, parce que c'est possible qu'on ait répondu aussi à certaines de ces questions. D'ailleurs, la première, c'est est-ce que des personnes qui se sont faites opérer peuvent utiliser cette méthode ? Du coup, la réponse, c'est oui, on vient de le voir avec... D'ailleurs, on a souvent des personnes opérées qui viennent nous voir après. Alors, opérer de différentes choses, ça peut être opérer de la myopie qui fonctionne pendant 5 ans ou 10 ans, et puis ils reviennent à la myopie. La myopie revient. Okay. Ou ça peut être qu'ils ont une opération cataracte, où ils sont pas forcément très confortables avec les implants. Enfin bon, il y a toutes sortes de différentes demandes, mais oui. Alors forcément, on va pas pouvoir agir
sur l'œil. Oui, de façon. La personne ne peut oui. pas agir sur son œil comme oui. s'il n'avait pas été opéré. Mais absolument, on peut retrouver un confort. Oui. Ok, très bien. J'ai le diabète des yeux. Est-ce que cette méthode peut être utilisée? Ça peut être utilisé, ça peut aider, ça va pas forcément guérir. D'accord. Mais ça peut, encore une fois, se connecter à ses yeux. Et c'est ça ce qu'on fait, c'est on se reconnecte avec ses yeux. C'est très intéressant. Et c'est comme si on les écoutait. Et bon, ça peut paraître un peu bizarre, mais même dialoguer. Et il y a énormément de choses qui viennent de là, de cette pratique qui peut aider et, encore une fois, améliorer le confort et mieux voir. Ok, super. Je pense que la prochaine question, on a répondu, mais je vais te la lire quand même. Combien de temps au quotidien prennent les exercices? Est-ce que c'est compatible avec, on va dire, une personne type, parent, qui travaille, qui est très occupée? Si j'ai bien compris, c'est un état d'esprit, c'est pas une notion d'exercice. C'est pas on fait 10 minutes et ça y est, c'est vraiment au quotidien. À partir du moment où on a les yeux ouverts et qu'on a la possibilité, c'est là où le travail opère, quoi. Oui, c'est comment l'intégrer dans la vie quotidienne. Alors, si on a des enfants, c'est trop chouette. Parce que le jeu va être magnifique. Plus on joue, mieux c'est. Ouais. Donc, et ça, on apprend justement aux parents et les enfants de retrouver cette, comment dire, le regard pétillant de l'enfant qui découvre. C'est beau ça. Qui découvre le monde. Et quand on reprend cette attitude, eh ben, ça change la fonction visuelle et il y a autre chose qui se passe et on voit mieux. Ok, donc quand il y a des enfants, c'est magnifique, faut en profiter. Et si on n'a pas d'enfants, on peut apprendre à redevenir enfant. Ouais, je pense que c'est important continuer d'être enfant. Ok. La prochaine question, alors, ok, je te l'ai dit, tu me dis ce que tu en penses. Selon la méthode Bates, on devrait diminuer progressivement l'utilisation des verres. Pour les personnes qui ont des très fortes corrections, les verres coûtent très cher et ne peuvent pas se faire rembourser plus qu'une fois dans l'année par leur mutuelle. Est-ce qu'il y a une ou plusieurs solutions pour que cette méthode soit économiquement plus viable pour cette personne? Oui, c'est vrai que quand on a effectivement des corrections extrêmement fortes, c'est un coût, effectivement. Alors, nous avons formé quelques opticiens à la méthode Bates, et ça c'est génial parce qu'ils peuvent accompagner des personnes qui décident de faire ce parcours. Mais c'est vrai qu'on peut pas changer, surtout si c'est des progressives, on peut pas les changer constamment. Ouais. Donc, oui, ça c'est compliqué, ouais. Mais quand on a un dialogue, un vrai dialogue avec son ophtalmologue, et d'ailleurs, ça aussi c'est compliqué parce que il y a des ophtalmologues qui corrigent à 100%, mais il y a d'autres qui corrigent sous-corrigent. Et chacun a sa philosophie, ou sa politique par rapport à ça. Voilà. Nous, on recommande d'être sous-corrigé justement par ces fluctuations de nos états. Si à l'examen, qui est un reflet d'un moment donné de la journée, si on croit aux fluctuations de l'état de notre système nerveux, notre être et notre fonction et nos yeux, si à l'examen, ce moment-là, la correction est telle, et on le fait à 100%, si jamais on part en vacances et on est super détendu, ça va être trop fort. Et d'ailleurs, j'ai des élèves qui disent « Oh, mes lunettes sont trop fortes, ça me donne mal à la tête. » C'est pour ça,
nous, on recommande plutôt, on suit les ophtalmologues qui préfèrent sous-corriger pour permettre cette fluctuation et ne pas jamais avoir une correction qui, selon notre état, peut être trop forte. Donc, on reste sur l'idée de toujours sous-corriger. Ok. Et là, ça sera un dialogue au moment donné avec la personne et la relation qu'il a avec son ophtalmologue. Donc, c'est quelque chose qu'on en parle, mais individuellement avec la personne concernée. Ok. Très bien. Merci pour la réponse. Je crois que j'en ai encore 2. Il y a des cas où on dit que dès le plus jeune âge, il est important de mettre des lunettes, notamment pour corriger certains problèmes tels que le strabisme ou l'hypermétropie, qui se corrigent avec le temps, et des fois ça fonctionne, donc finalement porter des verres correcteurs c'est intéressant. Alors est-ce qu'il y a des cas où les lunettes se révèlent être indispensables, ou en tout cas est-ce que ces moments où on a besoin de ces lunettes, cette méthode peut être une alternative? Alors, il y a des cas, effectivement, où le port de lunettes peut être sur une courte durée et juste aide à l'enfant peut-être de faire moins d'efforts au niveau visuel et le détendre. Alors, bon, s'il y a un strabisme, généralement, bon, ça c'est plus complexe. Nous, on recommande souvent de l'ostéopathie. Donc, quand il y a des bébés ou des enfants avec des strabismes. Alors, on va toujours donner des activités et des jeux à faire pour amener justement la détente, le plaisir et le jeu. Quand il y a ces 3 facteurs, il y a quelque chose qui change. Et j'ai bien vu, je vois bien parfois en jouant un enfant qui joue quand il a une tendance à un strabisme, quand il est fatigué et l'œil qui part, et avec certaines activités de jeu, après on voit l'œil tout droit. Donc ça dépend toujours du problème. Donc il faut le discuter, il faut avoir le bilan de l'orthoptiste et l'ophtalmologue parce que c'est important. Nous on va pas, on diagnostique rien du tout. Donc on dépend évidemment des diagnostics, des bilans, des professionnels de la vue, et avec ça on peut proposer des activités pour amener à une mobilité, une détente qui peut aussi être en même temps que les lunettes ou en alternance. Voilà, et parfois, ça peut résoudre le problème. D'accord. Surtout quand c'était très peu. Ouais. Ok. Super. Je pense que la prochaine, elle est liée. Je te la lis quand même, mais ça va être ça, je pense. On dit aux enfants pour qu'ils s'habituent aux lunettes de les mettre le plus souvent possible, mais d'un autre côté, un enfant qui met ses lunettes tout le temps, qu'on n'en a pas vraiment besoin, il s'habitue à cette béquille et perd donc de l'acuité visuelle. Comment gérer cette balance? Alors, mais ça dépend de son activité. Alors, on dit de les mettre tout le temps, mais si c'est une petite myopie pour un enfant, après, ça dépend du degré de la myopie. Oui. Il voit pas le tableau à l'école. Généralement, c'est le plus courant. Il voit pas le tableau à l'école. Est-ce qu'il a besoin de les porter à la récré? Est-ce qu'il a besoin pour lire? Parce que généralement, les myopes peuvent voir très bien de près. Ouais. Donc, si il voit bien à une distance, eh ben, pourquoi mettre les lunettes? Et surtout, généralement, ce sont des monofocales. Donc, de regarder le tableau avec des lunettes. Alors, c'est vrai que quand c'est une petite correction, on va pas les enlever pour copier sur le cahier. Mais c'est vrai aussi qu'on est en train de regarder de près avec une correction de loin. Ouais. Voilà. Donc, quand c'est une petite correction, et ils sont jeunes, ils sont plus souples et s'adaptent.
Mais généralement, moi je pense que on les met quand on en a besoin, à la distance nécessaire, mais pas au moment, à la distance où ils n'en ont pas besoin. Ok. Par contre, à ce moment-là, on va leur apprendre comment détendre et faire en sorte de ne pas forcer. C'est-à-dire qu'il y a quand même une éducation qui va avec. C'est pas juste ne pas les mettre, comme j'ai dit avant. C'est ça, il faut enrober la chose. Ouais. C'est pas, sinon ça sert à rien. Ok. J'ai terminé pour les questions d'auditeurs. Moi, j'ai une question qui m'est venue, je pense que ça va être la dernière. Je pense que c'est plus, on va dire, un recul général. C'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont des lunettes, et surtout très jeunes. Est-ce que c'est quelque chose de génétique ou il y a quelque chose de global qui se passe, qui fait que des enfants se retrouvent avec des lunettes dès 1 an, 2 ans, 3 ans? Alors, on dit c'est parce qu'on les examine plus tôt. Ah. Mais c'est vrai qu'on peut être surpris de la quantité d'enfants derrière des lunettes et on se demande s'il y a des enfants avec une vue normale. Alors, je crois que c'est plus fonctionnel. Et d'ailleurs, encore, il y a des études qui confirment que, en tout cas pour la myopie, ça devient une pandémie planétaire avec le style de vie et les sollicitations visuelles actuelles, partout dans le monde. Donc, c'est pas que ça, c'est pas que l'écran, mais la fixité à une distance n'est pas géniale. Être sédentaire et à l'intérieur n'est pas génial. Beaucoup d'enfants qui vivent dans des métropoles n'ont pas d'horizon. On regarde la fenêtre et un immeuble derrière. C'est vrai. C'est-à-dire que la capacité accommodative pour beaucoup d'enfants se réduit par notre style de vie. Donc, on est de plus en plus dans le fonctionnel que le génétique. Et le génétique, de toute façon, maintenant avec l'épigénétique, donc c'est l'environnement qui impacte. Alors, en tout cas, ça c'est notre point de vue, mais c'est pas que notre point de vue. Mais on est d'accord avec cette approche-là, que oui, c'est vrai que les enfants sont de plus en plus derrière les lunettes. C'est vrai aussi qu'on va donner des corrections pour des minuscules corrections, 0,25. Et voilà. Alors, il y a eu des expériences dans le passé, des personnes qui sont allées voir 4 ophtalmologues ou dans d'autres pays optométristes, parce que dans d'autres pays on va voir un optométriste pour les lunettes et pas un ophtalmologue, ça dépend des pays, ou 4 ou 5 dans une même journée. Et ils sont sortis avec des corrections légèrement différentes. C'est un peu comme aujourd'hui, on va faire pour la tension intraoculaire, on va vous garder pour voir si votre tension monte et descend tout le long de la journée. C'est pareil pour la vision. Donc, la correction qu'on a reflète ce moment de la journée. Okay. Après, il faut faire des recherches poussées, mais les observations empiriques, c'est que la correction peut changer. À ce moment-là, quand on donne une correction de 0,25% dans un bureau, un cabinet, au niveau relationnel et dans des conditions qui ne sont pas les conditions de la vie quotidienne, de la vision, de la lumière naturelle, être dehors, c'est reflet ce moment-là. Qu'en est-il une demi-heure plus tard à l'extérieur jouant dans le parc? Question. Point d'interrogation. Ok.
Merci beaucoup, Nina. Je pense qu'on a fait un Avec bon plaisir. petit tour. C'était très complet. Je te demande quand même, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées que tu aurais aimé aborder ou un message que tu aurais aimé dire avant de conclure? Le message, c'est vraiment commencer à s'intéresser à ses yeux parce que nos yeux nous parlent et nous disent plein de choses quand on commence à s'y intéresser. Et c'est très riche et c'est merveilleux. Super. Quel que soit le problème qu'on a avec nos yeux, ils nous parlent. Merci beaucoup, Nina. Merci. C'était un très chouette épisode. J'ai beaucoup appris. C'était très instructif. Ça m'a ouvert pas mal de perspectives. Alors vraiment, merci beaucoup. Comment on peut te joindre? Est-ce que tu peux parler de ton activité, ton site internet, tes réseaux sociaux peut-être? Alors, je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux, D'accord. mais j'ai un site, oui, qui est méthode Bates tout rattaché sans accent minuscule.fr. Ouais. Où j'ai un calendrier, quelques articles, explications et un calendrier de stages de date. Et puis il y a aussi le site de l'école de la vue tout rattaché sans accent minuscule.com pour les formations professionnelles. D'accord. C'est-à-dire pour toute personne qui souhaite vouloir transmettre à d'autres, sachant que un prérequis pour transmettre, c'est avoir déjà entamé leur processus sur leur propre vue et avoir eu des cours de la méthode Bates avant, parce qu'on ne va pas aller dans une formation professionnelle sans savoir de quoi il s'agit. Ok, il ne faut pas juste, par exemple, être opticien ou être ophtalmo, ou tout le monde peut faire cette formation. Tout le monde peut, mais il faut qu'ils aient des cours, suivi un stage ou des cours individuels pour comprendre si ça leur convient. Oui, je veux dire, ça c'est évident. Ouais. Voilà, sinon, moi j'ai mon cabinet à Aix-en-Provence. Tu consultes? Voilà, je reçois ici 3 jours par semaine. J'ai aussi le lundi et le vendredi en visio pour des personnes qui sont plutôt loin. Et j'ai un stage à Aix fin janvier, le 28-29, et puis à Paris en février. Donc j'ai des stages à Paris de temps en temps, et le vendredi avant le week-end, je suis disponible pour des cours individuels. D'accord. À Paris. Okay. Généralement, je suis des personnes qui sont à Paris. Ok, tu bouges souvent. Je bouge pas mal. Très bien. Est-ce que tu as des livres à recommander? Alors, il y a le grand classique, c'est L'Art de voir de Aldous Huxley. Il y a la traduction du livre du Dr. Bates, qui s'appelle Une vue parfaite, mais il y a quelques contresens dans la traduction, mais c'est quand même la seule traduction qu'on a. Ça mérite, mais c'est un ophtalmologue qui écrit, c'est pas un écrivain. Ouais. Donc c'est un peu lourd pour certaines personnes. Il y a Bien voir sans lunettes de Janet Goodrich. Et puis il y a le livre Soignez vos yeux Naturellement de Meyer Schneider. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. De toute façon, je vais mettre tout ça dans la description. Merci beaucoup encore une fois. Je termine par les questions annexes. Tu dois répondre de façon le plus spontanée possible. Il n'y a pas de réflexion. Tu verras, c'est très fun. T'es prête? Ok, d'accord. Allez. Comment tu te décrirais en un mot, Nina? Personne à l'écoute. Une personne à l'écoute. Ok. Ça fait 3 mots. Mais écoute. Pardon, écoute. Oui, pardon. Ah oui, d'accord. Je te taquine. Oui, écoute, ok. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien?
le sourire des autres. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? Compassion. Si tu avais l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique, une personne importante pour toi, ce serait qui et pourquoi? Alors, hein, T'as droit à un joker. Hein. alors là, je vais dire Dr. Bates parce que je serais très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui avec tout ce qu'on vit. Quelle serait sa vision, vision de la chose? Oui. Peut-être. Très bien, classique. Et dernière question, une leçon importante que tu as apprise dans ta vie? En un mot? Ou plus, hein, une phrase. Okay, Non, c'est pas un mot pour toutes les questions. Hein. D'accord. J'ai peut-être pas été clair. Mais... Apprendre à recevoir. D'accord, super. Merci beaucoup Nina. C'était Nina Merci Hutching, à toi. je prononce bien? Hutching. Hutching. Oui. Ah oui, avec l'accent avec l'accent anglais. C'était Nina Hutching. Merci beaucoup encore une fois infiniment. C'était vraiment passionnant. J'ai beaucoup apprécié. J'espère que ça va pouvoir permettre d'ouvrir de nouvelles portes pour d'autres personnes. En tout cas, pour les personnes qui écoutent toujours, si vous écoutez encore maintenant, bravo, vous êtes arrivés jusqu'au bout. N'hésitez pas à partager cet épisode aux personnes qui pourraient être intéressées par cette méthode Bates et par les précieux conseils de Nina. Si vous avez également appris, n'hésitez pas à mettre aussi une note positive, une note 5 étoiles sur les plateformes comme Spotify ou Apple Podcast. Ça permet de faire connaître cette émission à un plus grand nombre et de permettre aussi à d'autres personnes d'apprendre sur certaines méthodes comme la méthode Bates ici. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager. Merci encore Nina pour ton précieux temps et pour tes apprentissages. Merci. Et je vous dis à un prochain épisode. Merci beaucoup. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.